Ce livre m'a laissé absolument anéanti. Je suis encore sous le choc, vraiment. Ah oui, je comprends tout à fait. C'est un livre qui marque. C'est Une vie de Guy de Maupassant. Et on va faire une incursion, une vraie plongée dans la psychologie d'une promesse brisée. Totalement. C'est une histoire, comment dire, implacable. Voilà, c'est le mot. Implacable, c'est exactement ça. On y rencontre Jeanne. Et on la découvre, elle a 17 ans. Elle sort à peine du couvent. Prête à découvrir le monde. Oui, prête à dévorer le monde. Et c'est là tout le drame. C'est le récit d'une femme qui rêvait de tout et qui a été forcée de tout perdre. Sa vie commence comme un conte de fées et elle s'achève en cauchemar réveillé. C'est une descente aux enfers, en fait. C'est fou, non? C'est fou. Et tout ça, il faut le rappeler, se déroule à une époque où le destin d'une femme était scellé par un seul homme. Un seul mariage. Exactement. On lui vend un rêve de liberté, mais en réalité, le cadre de l'époque, c'est une prison. D'accord. Alors, plongeons dans cette histoire. On commence en 1819. Jeanne sort du couvent, 17 ans. Elle est l'innocence incarnée. Ah oui, elle est d'une pureté totale. Elle déborde d'espoir, de rêves romantiques. Pour elle, tout est poésie. Son univers, c'est le château familial, les peuples, en Normandie. Un cadre idyllique. C'est un cocon, un père aimant, un peu philosophe à la Rousseau, une mère très douce, la nature, C'est ça, le cocon parfait. mais peut-être trop parfait. C'est là que le drame commence, bien avant l'action. C'est-à-dire? Toute son éducation l'a préparée au rêve, absolument pas à la réalité. D'accord. Le couvent l'a coupée du monde, de la vie, de la sexualité, de la vraie nature des gens. Son père l'a nourrie de poésie. Donc au final, elle est une page blanche. Magnifique, mais sans aucune défense. Elle attend l'histoire parfaite. Voilà. Et le monde réel, il n'écrit pas de contes de fées. Et forcément, sur cette page blanche, il arrive. Celui qui ressemble au prince charmant, Bien sûr. Julien de la Mare, un vicomte. Il est présenté par l'abbé du village, donc c'est un gage de confiance absolue pour l'époque. Le gendre idéal, en apparence. Il a tout pour plaire. Il est beau, il est charmant, il sait dire exactement les mots qu'elle veut entendre. En apparence, oui. Uniquement. Et c'est là que Maupassant est génial. Il construit le rêve pour mieux le détruire après. Exactement. Et là, elle vit ce qu'elle a lu dans ses livres. Les promenades romantiques, les mains qui se frôlent. Tout le cliché romantique de l'époque. Oui, Il y a cette sortie en mer qui est mémorable. un moment suspendu. Et puis, la demande en mariage. Ah, le grand moment. Dans un décor somptueux, au clair de lune, il met le genou à terre. Pour Jeanne, c'est l'apothéose. Elle est folle de bonheur. Elle dit oui tout de suite, j'imagine. Immédiatement, sans la moindre hésitation. D'ailleurs, elle est tellement emportée qu'elle réalise juste après qu'elle ne connaît même pas son prénom. C'est un détail terrifiant, ça. Pourquoi? Parce que ça montre qu'elle n'épouse pas l'homme. Elle épouse une idée, le rôle du mari. Et c'est là qu'on voit la divergence totale des points de vue. Pour elle, c'est le début de sa vie. Et pour lui, Pour lui, c'est une transaction. Pure et simple. une transaction. Je viens d'une petite noblesse ruinée. Il a besoin de la dot de Jeanne, de sa fortune. Donc l'amour, L'amour n'est une façade. C'est un outil pour conclure le marché. Le piège se referme sur elle, et elle ne voit rien. le réveil est d'une brutalité. Je n'ai pas d'autre mot. La nuit de noces. Ça devait être la consécration de son rêve. Le moment de tendresse ultime. Et c'est un choc d'une violence. Inouïe. Ce n'est pas de l'amour. Pas du tout. C'est décrit comme une agression, presque un viol légal. Oui. Elle est terrifiée, elle est blessée, dégoûtée. En une seule nuit, le masque du prince charmant tombe. Elle découvre un homme brutal, égoïste. Et cette expression viol légal, elle est très forte, mais pour la société de 1819, c'est le devoir conjugal, c'est une obligation. Son corps ne lui appartient plus. Voilà. Son consentement n'est même pas un sujet. Ce qui est terrible, c'est que Maupassant nous fait vivre sa terreur à elle. On est dans sa tête. C'est ça. Il dénonce une violence que l'époque trouvait normale. C'est la première désillusion, la plus brutale. Le rêve est mort. Et ce n'est qu'à la première fissure. À partir de là, c'est foutre. C'est une cascade. Tout s'effondre. La vraie nature de Julien se révèle. D'abord, son avarice. Ah oui, le côté moins glamour. L'homme poétique disparaît. Il devient un gestionnaire pingre. Il contrôle tout l'argent. Il compte chaque sou. Il veut faire des économies sur le chauffage, la nourriture. Le château de rêve devient une prison froide. C'est une autre forme de dépossession. Après son corps, on lui prend son autonomie.
Il la contrôle, il l'infantilise. Puis c'est la froideur, l'indifférence. De retour au château, il la néglige complètement. Il ne lui parle presque plus. Un étranger. C'est ça, un étranger. Et puis, le coup de grâce, la première trahison. Elle le surprend au lit avec sa servante, Rosalie. Et Rosalie, ce n'est pas n'importe qui. C'est sa sœur de lait, celle avec qui elle a grandi, sa seule confidente. Une double trahison, intime et sociale. C'est insupportable. Et que fait-elle? C'est là qu'on voit son conditionnement. Elle ne se révolte pas. Non. Elle ne crie pas, elle ne le chasse pas. Elle s'effondre dans une douleur passive. Elle veut partir. Oui, mais tout son entourage, son père, l'abbé, la persuade de rester, de pardonner. On lui explique que l'adultère masculin, c'est une faute courante, presque normale, et qu'une épouse doit subir en silence. Elle est piégée. Complètement piégée, dans son propre château. Et on pense avoir touché le fond. Mais non, la chute continue. Il la trompe une deuxième fois. Avec qui cette fois? Avec une voisine noble, Gilberte de Fourville, qui se disait son amie. C'est public cette fois. C'est une humiliation totale, devant tout le voisinage. Mais le pire, ce n'est même pas encore ça. Non, ce qui est terrible, c'est que Maupassant ne s'attaque pas seulement à ses rêves de jeune fille, il démolit tout. Il n'y a aucun refuge. Aucun. Et il va s'attaquer au dernier pilier. La famille. C'est ça. Peu de temps après, sa mère meurt. En rangeant ses affaires, Jeanne trouve une cachette secrète. Avec des lettres. Des lettres d'amour, oui. Et elle comprend l'impensable. Sa propre mère, son modèle de vertu, son idole. Elle a eu un amant. Elle a trompé son père pendant des années. Et là, tout s'écroule. Le monde entier de Jeanne s'écroule. L'honneur, la fidélité, la pureté de sa famille. Tout n'était qu'un mensonge. Il ne reste plus rien. C'est une déconstruction systématique. Maupassant ne lui laisse rien. C'est peut-être ça allume le vérité du titre. Derrière le vernis, il n'y a que le mensonge et la solitude. Alors que peut-elle faire dans ce vide absolu? Elle se raccroche à la seule chose qui lui reste, son fils, Paul. Né peu après le mariage. Oui, et elle reporte tout son amour, toute son énergie, toute sa raison de vivre sur cet enfant. Le livre dit qu'elle devient une mère fanatique. Son amour est excessif, possessif, étouffant. C'est sa nouvelle illusion. Sa dernière fuite. Elle veut le fabriquer. Elle veut fabriquer son bonheur à travers lui. Elle veut qu'il soit la compensation de sa vie ratée. Mais cet amour absolu, c'est une très mauvaise éducation. Paul, élevé sans amour paternel par une mère qui cède à tout. Il devient un enfant roi. Exactement. Puis un adulte égoïste, irresponsable et cupide. Sans le savoir, elle fabrique son prochain bourreau. Et pendant qu'elle s'enferme là-dedans, le drame final de son mariage se prépare. Il y a un nouvel abbé qui arrive au village. L'abbé Tolbiac. Un homme fanatique. Un religieux intransigeant. Il apprend la liaison entre Julien et Gilberte de Fourville. Et il décide d'agir. Il considère qu'il est de son devoir de purifier sa paroisse. Alors il va tout raconter au mari trompé, le comte de Fourville. Ce qui est une rupture totale des codes de l'époque où on tolérait ces choses tant qu'elles restaient discrètes. L'hypocrisie était la règle. Et le comte, lui, il n'est pas du genre à subir en silence. Il devient foudrage. Que fait-il? Un soir, il attend les deux amants dans leur petit nid d'amour secret, une roulotte. Et, dans un accès de fureur, il pousse l'attelage du haut d'une falaise. Mon Dieu! La fin de Julien est d'une violence inouïe, précipité dans le vide avec sa maîtresse. C'est une fin presque shakespearienne, une justice brutale qui ne répare rien. Non, elle ne répare rien. Jeanne est libérée de son bourreau, mais cette libération est une autre tragédie. Bien au contraire, oui. Parce que le destin s'acharne. Le même jour, Jeanne, qui était enceinte, apprend la nouvelle. Le choc est si violent qu'elle accouche prématurément. Oh non! Elle met au monde une petite fille. Morte-née. C'est terrible. En quelques heures, la vie lui a repris son mari et son deuxième enfant. C'est la destruction totale. C'est le point de non-retour. Elle a tout perdu. Ses illusions, l'amour, l'amitié, l'image de sa mère, son mari, un enfant. Il ne lui reste que Paul. Ce fils qu'elle a façonné pour être son sauveur, mais qui va devenir la cause de sa ruine finale. C'est exactement ça. Jeanne se retrouve alors seule, veuve, trahie et bientôt... complètement ruiné par ce fils. Que fait-il? Devenu adulte, il l'abandonne. Il part vivre à Paris où il accumule des dettes de jeu colossales. Et c'est elle qui paie. Pour le sauver de la prison, elle doit vendre le château de son enfance, Les Peuples.
le dernier symbole de son bonheur perdu. Elle vieillit d'un coup, elle devient une ombre, une vieille femme écrasée. On pense que c'est fini. On pense que c'est la fin, que la défaite est absolue. Mais À la toute fin, alors qu'elle n'attend plus rien, qu'elle est résignée, un événement inattendu se produit. lequel? Son fils, Paul, la recontacte. Par amour? Pas par amour pour elle, bien sûr. Il a besoin d'elle. Il a eu un enfant, une petite fille, et sa maîtresse vient de mourir. Il est incapable de s'en occuper. Et il lui demande de prendre le bébé. C'est ça. Et la question qui reste en suspens, qui vous hante quand on ferme le livre, c'est celle-ci. Après une vie entière de déception, de trahison, de souffrance, ce nouvel être, cette petite fille tombée du ciel, peut-il vraiment la sauver? Ou est-ce que c'est juste le début d'un nouveau cycle de douleur? Une nouvelle personne à aimer qui finira par la détruire? Pour le savoir, il faut lire jusqu'à la toute dernière phrase du roman. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.